Bonjour à tous, bienvenue dans cette 4e édition de l'Aubry qui court. Cette semaine, on est de retour à Strasbourg. C'est notre 2e session plénière ici au Parlement européen. Cette semaine, grosse actu puisque le Parlement européen a voté en faveur, a désigné la nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. On va évidemment, sans parler dans les détails, vous dire pourquoi on a voté contre, vous raconter un petit peu nos premières expériences en commission des affaires juridiques où on mène déjà quelques petites batailles. Vous dire aussi, et commencer par cette bonne nouvelle, que j'ai été désignée cette semaine coprésidente de la Gauche unitaire européenne, le groupe auquel on appartient. Bref, ça fait beaucoup de choses à se raconter. Allez, c'est parti, générique. Alors le gros sujet de cette semaine, alors il n'y a pas que Léomard François de Rugy et sa démission, il y a aussi l'élection à la tête de la Commission européenne de Ursula von der Leyen. Et la Commission européenne, c'est, vous savez, ce truc dont on parle qui est à Bruxelles, on comprend rien, les gens en général ne savent pas qui est à la tête de la Commission européenne. Pourtant, je peux vous dire, c'est un des postes les plus puissants au monde. La Commission européenne, si vous voulez, c'est une sorte de gouvernement à l'échelon européen. C'est eux qui impulsent, qui ont le pouvoir exécutif comme un gouvernement en France, et puis de l'autre côté, il y a le Parlement. Sauf que la différence, et la démocratie européenne étant un peu plus limitée, c'est que la Commission européenne est la seule qui a le pouvoir d'initiative législative. Ça veut dire que ce sont les seuls qui peuvent proposer l'équivalent des lois, donc des directives européennes, et donc ils impulsent et ils disent bah voilà, on va faire une loi sur tel sujet, on vous propose ça. Après, le Parlement européen n'a simplement que le pouvoir d'amender, de changer ce texte qui vient à l'origine de la Commission européenne. Et en pratique, l'ensemble des présidents précédents de la Commission européenne étaient d'une inspiration de politique extrêmement libérale. Celui avant Ursula von der Leyen, on s'en souvient, c'est mon super copain à moi, Jean-Claude Juncker, qui était l'ancien Premier ministre du Luxembourg, qui était notamment en charge des dossiers fiscaux et qui avait facilité l'évasion fiscale au moment du plus grand scandale européen, le LuxLeaks. Président Juncker, Jan Taylor du Guardian, vous venez de dire que votre commission combattra l'évasion et la fraude fiscale. Mais tout indique qu'au cours des 20 dernières années, le pays que vous avez dirigé a systématiquement facilité la fraude et l'évasion fiscale. Pourquoi devrions-nous vous croire? Parce que je l'affirme. Donc la Commission européenne a un pouvoir énorme et c'est pour ça que c'est un enjeu important de savoir qui s'y trouve à sa tête. Mais là, ça ne s'est pas tout à fait passé comme prévu cette semaine. On s'en parle dans l'hémicycle. Bon, on a voulu tourner dans l'hémicycle, mais c'est un gros échec parce qu'on avait oublié qu'à partir du jeudi après-midi, quand les séances sont closes, il y a des visites dans l'hémicycle. Donc on a laissé la place notamment à des enfants qui visitaient le Parlement. J'espère que parmi eux, il y a de futurs députés européens. Donc on ne va pas vous refaire la scène depuis l'hémicycle, mais pour revenir au sujet qui nous a beaucoup occupé cette semaine, Ursula von der Leyen, normalement ça devait être une formalité. Elle aurait dû être juste validée par le Parlement européen. Il n'y avait pas d'autres candidatures contre elle. On a juste le pouvoir de dire oui ou non, mais on n'a pas le pouvoir de proposer quelqu'un à la tête de la Commission. Et Ursula von der Leyen, il faut s'en dire quand même quelques mots sur elle. C'est l'ancienne ministre de la Défense en Allemagne. Donc c'est déjà une ministre qui était très en faveur de l'OTAN, donc le bras armé des États-Unis, et elle fait partie des gens qui veulent arrimer la politique de défense européenne aux États-Unis et à l'OTAN. Et puis, on l'a vu aussi en audition la semaine dernière, Ursula von der Leyen, elle est venue auprès de notre groupe de la GUE. Et elle nous a déroulé un petit peu son programme, si on peut appeler ça un programme, parce qu'en réalité, elle a beaucoup parlé d'elle, le fait que, vous savez, j'ai 7 enfants, je m'intéresse à l'avenir, je vais me battre pour l'avenir de vos enfants. Bon, c'était beaucoup une histoire personnelle, et d'un point de vue politique, c'était assez affligeant pour être honnête. Quand on lui a parlé des traités de libre-échange, de l'impact sur le climat, elle nous a dit oui, mais il faut mettre des clauses environnementales dans les traités. Elle nous a même dit, de toute façon, les traités de libre-échange, ça reste un outil pour exporter nos valeurs, Donc on va faire du colonialisme avec les traités de libre-échange.
mais aucun enjeu de bah oui, les traités de libre-échange, on baisse les barrières douanières, on fait venir des produits agricoles par exemple de l'autre bout de la planète, du vin d'Argentine, du lait de Nouvelle-Zélande, ça fait 3 fois le tour de la planète pour arriver chez nous, ça pollue la planète entière, bon, c'est pas grave, pas d'impact pour elle. Elle nous a parlé sur les questions sociales, elle nous a parlé de salaire minimum, on se dit chouette, formidable, salaire minimum, mais salaire minimum dans chaque pays, oui, ok, il n'y a que quelques pays en Europe qui n'ont pas de salaire minimum, aucun moment elle nous parle d'harmonisation sociale par le haut, à aucun moment elle nous parle de changer les règles, à aucun moment elle nous parle d'évasion fiscale aussi, de la lutte contre l'évasion fiscale. Donc l'audition de la semaine dernière a été assez accablante pour elle dans notre groupe et elle s'est sentie en difficulté dans tous les groupes là où elle a été auditionnée. Elle a démarré cette semaine avec le soutien officiel seulement du groupe de la droite, le PPE, et du groupe des ultra-conservateurs ECR. Et donc elle est arrivée dans une position de faiblesse et ici dans l'hémicycle, elle nous a fait un grand discours à la Macron. Franchement, c'était vraiment inspiré de Macron. On était sur nos chaises et on se dit, bon, presque on a deviné qui lui a fait son discours parce qu'elle a sorti des grands mots sur le climat, par exemple. Et puis après, dès qu'il s'agissait de trouver des solutions, ses principales propositions, c'était le marché carbone, chouette, plus de marché. C'était une banque d'investissement privée, chouette, de l'argent privé. Bref, des vieilles recettes. Mais... Et puis, ça reste... un manque de volonté de régulation publique pour investir massivement dans la transition écologique, pour mettre en cohérence nos politiques, là aussi pas encore un mot sur les traités de libre-échange. Et puis sur l'évasion fiscale, pareil, elle nous a fait un grand discours, il faut que les grandes entreprises, notamment du numérique, payent leur juste part d'impôt. Ah oui, comment? Rien, aucune solution. Pas un mot, le mot paradis fiscal n'était même pas présent dans son discours. Et encore moins les paradis fiscaux européens. Donc c'est pour ça que moi j'ai voulu l'interroger sur ce sujet. Au passage, c'était ma première intervention dans l'hémicycle, alors ça fait c'est assez impressionnant. Moi en plus j'interviens de tout en haut de l'hémicycle, donc vous avez tous les députés face à vous. D'ailleurs Ursula von der Leyen, elle a peut-être mis 30 secondes à me trouver où j'étais dans l'hémicycle, tellement l'hémicycle est grand. Voilà, il y a toujours un peu de stress à intervenir, et puis surtout j'avais 1 minute pour l'interpeller, donc c'est extrêmement difficile parce qu'il y a tellement de choses que j'aimerais lui dire. J'aimerais être coincée dans un ascenseur avec elle et lui dire tout ce que je veux pour la politique européenne. Mais j'ai choisi de l'interpeller sur ce sujet de la lutte contre l'évasion fiscale, puisqu'elle en a fait un sujet, c'était un sujet de la précédente Commission européenne, mais avec aucune réelle ambition. Et oui, Madame von der Leyen, tant que vous ne vous engagerez pas à lutter contre l'évasion fiscale, bah nous on préfère déchirer ce chèque plutôt que de voter pour vous. Et ensuite, plus tard dans la journée, il y a eu le vote. Entre-temps, il y a eu un appel du groupe socialiste européen à voter en faveur d'Ursula von der Leyen. Et malgré ça, Ursula von der Leyen, alors que ça aurait dû être une formalité, elle aurait dû gagner largement, comme c'est la tradition ici, avec le soutien des socialistes, de la droite européenne, cette grande coalition avec les libéraux. Pour vous donner un exemple, Jean-Claude Juncker, le précédent président de la Commission européenne, à l'époque, il y a 5 ans, il avait été élu à 423 votes pour et 209 voix contre. Donc il y avait plus de 200 voix d'écart, c'était plié. Et bien là, cette fois-ci, ça s'est joué à 9 voix près. À 9 voix près, pour la première fois de son histoire du Parlement européen, le Parlement aurait pu bloquer l'investiture d'une présidente ou d'un président de la Commission européenne. Ça aurait été historique, et au final, Ursula von der Leyen, eh ben, elle a été élue avec la voix d'une partie des socialistes européens, des libéraux, de la droite européenne, cette grande coalition, et avec les voix de l'extrême droite, d'une partie de l'extrême droite, par exemple du PiS, ce parti polonais qui est un parti d'extrême droite polonais qui est actuellement au pouvoir, qui viole allègrement les droits de l'homme. Et donc aujourd'hui, Ursula von der Leyen, elle est élue présidente de la Commission européenne pour appliquer une même position libérale et avec le soutien d'une partie de l'extrême droite. Puisque ce que j'en retire aussi de cette séquence, c'est qu'à la fin, Ursula von der Leyen, personne ne la connaissait. C'est ce que j'ai dit dans mon intervention, c'est l'élu de personne. Personne ne l'a choisie. On n'a jamais parlé d'elle pendant la campagne des élections européennes. On n'a jamais évoqué même son nom ni son programme. Et elle se retrouve aujourd'hui à un des postes les plus puissants au sein de l'Union européenne, qui est à la tête de la Commission européenne, ce qui illustre une véritable crise démocratique, une crise des institutions européennes, et qui prouve la nécessité de les réformer en profondeur pour que, oui, l'exécutif européen,
comme dans toute démocratie, soit véritablement issue des urnes, soit véritablement issue aussi du Parlement, puisque là, c'est une candidate imposée, on ne nous donne pas le choix, pas d'alternative, et elle a été très mal élue. Alors, Madame von der Leyen, vous pouvez être sûre, vous nous trouverez sur votre chemin pendant les 5 prochaines années de ce mandat, et j'espère qu'on va pouvoir gagner des victoires. Alors ici, on est dans une des salles de commission. C'est là que s'est tenue notamment cette semaine ma première véritable réunion de commission des affaires juridiques, parce que la semaine dernière, c'était juste l'élection des présidents. Donc cette semaine, première réunion de commission, et on a fait un petit coup de Trafalgar encore dans cette commission des affaires juridiques. On a notamment examiné les déclarations d'intérêt financier de nouveaux commissaires qui vont être nommés à la Commission européenne. Alors je vous explique, on a Ursula von der Leyen qui a été nommée à la tête de la Commission européenne, et les prochains commissaires qui sont l'équivalent des ministres en fait pour former cette espèce de gouvernement européen, les prochains commissaires avec des portefeuilles spécifiques, l'agriculture, etc., ils vont être nommés dans les prochains mois. Et en attendant, il reste les anciens commissaires. Et parmi ces anciens commissaires, il y en a qui ont dû démissionner parce qu'ils ont été élus. Ces 2 commissaires qui sont partis, est-ce qu'il faut les remplacer? Parce que après tout, il va y avoir de nouveaux commissaires qui vont être nommés dans quelques semaines. Et notamment aussi parce que ça a un coût. C'est le coût du déménagement, des nouvelles équipes, des nouveaux salaires, etc. Ça a un coût d'1 million d'euros. Eh bien, la Commission européenne a décidé de quand même nommer 2 nouveaux commissaires, le tout sans portefeuille, donc sans leur dire de quoi ils vont s'occuper. C'est un peu comme si je disais à Mathieu, qui est derrière la caméra, bon, je te nomme ministre, hein, c'est une belle promotion au passage, mais je te dis pas de quoi t'es ministre, je te dis pas si t'es ministre de l'agriculture, de l'économie, t'es juste ministre. Donc il y a quand même un côté un peu bizarre, et nous on s'est dit avec l'équipe que c'était un job d'été plutôt cool. Alors pour ceux qui nous regardent et qui galèrent à chercher un job d'été, vous auriez pu être commissaire européen, payé 3 mois, sans trop savoir ce que vous allez faire. Donc on s'est dit que quand même c'était pas vraiment normal et qu'il fallait essayer de bloquer cette procédure. Et dans notre commission des affaires juridiques, on a la chance d'examiner, c'est la procédure, leur déclaration de conflit d'intérêts. Ce qu'on appelle par conflit d'intérêts, c'est que par exemple, si vous devenez commissaire européen à l'agriculture, vous n'avez pas le droit d'avoir travaillé par exemple pour Bayer Monsanto. Hein, c'est logique, hein, ceux qui font la promotion des pesticides, il y a un conflit d'intérêts. Et ça s'applique aussi à votre entourage proche, donc par exemple à votre conjoint. Et sur les 2 nouveaux commissaires qui ont été nommés, il y en a une, l'Estonienne, elle avait rien sur sa déclaration de conflit d'intérêt. Donc là, on s'est dit, bon, la pauvre quand même, elle a aucune propriété privée, c'est un peu bizarre, elle a quand même été ministre avant, bon. A priori, on nous cache un peu quelques informations, ou alors la déclaration n'est pas complète. Et puis en plus, quand on s'est mis un peu à fouiller, eh ben on a trouvé en fait qu'elle avait, son mari avait été poursuivi pour des conflits d'intérêts et pour corruption dans le cadre de l'entreprise qu'il possédait. Donc potentiellement, ça passe sous le coup de conflits d'intérêts. Et puis l'autre déclaration d'intérêt qu'on a eu à analyser, il y avait des actifs financiers qui étaient déclarés, qui valaient quand même la maudite somme de 100 000 euros, mais sans nous expliquer ce que c'est, à quoi ça correspond. Bref, on nous a pris pour une chambre d'enregistrement, on nous a dit allez, allez-y les gars, c'est un peu comme pour Ursula von der Leyen, acceptez ça. Du coup, on s'est dit qu'il était hors de question, et donc on a mené la fronde au sein de la commission. On a mené la fronde en disant les 2 commissaires nommés, ils n'ont pas de portefeuille, on ne sait pas de quoi ils vont être commissaires. Du coup, on peut pas savoir s'il y a conflit d'intérêt ou pas. Et deuxième problème, les déclarations d'intérêt, on se moque de nous, il manque des informations, on veut des informations complémentaires et on veut les voir. Et puis là, à un moment, la présidente de la commission, quand je lui dis, bah voilà, il faut que vous vous transmettiez ces 2 points-là, elle dit, mais j'ai le sentiment qu'il n'y a pas de consensus dans la commission. Je lui dis, très bien, eh bien, allons au vote. Et en réalité, tout le monde a voté dans la même direction. Donc on a bloqué pour le moment la procédure de nomination de ces 2 commissaires. Affaire à suivre, on va voir où ça nous amène. On prend ici chaque toute petite victoire pour faire respecter un petit peu plus la transparence et la démocratie. Voilà, c'est la fin d'une semaine très chargée à Strasbourg. On est de retour à Paris avant de retourner à Bruxelles la semaine prochaine. Une semaine qui s'est terminée aussi avec ma désignation comme coprésidente du groupe parlementaire auquel on appartient, la gauche unitaire européenne. Alors c'est quelque chose d'important pour la France insoumise. Je serai aussi la plus jeune, je crois, présidente d'un groupe parlementaire depuis que le Parlement existe. Donc comptez sur moi
pour dynamiser un peu tout ça, casser un petit peu les codes du Parlement européen. Et puis ma vision aussi de ce mandat est de me battre à l'extérieur du Parlement européen pour continuer à casser les murs artificiels qui existent entre le Parlement européen et la vraie gens, la vraie vie, ici à Paris, partout en France et partout en Europe. Donc comptez sur moi pour faire honneur à ce mandat. Et puis c'est la preuve aussi, je crois, d'un nouvel élan, d'une nouvelle dynamique pour notre groupe au sein du Parlement européen qui j'espère sera le plus vocal, le plus présent, le plus politique possible. En tout cas, c'est l'ambition qui est la mienne et qui est la nôtre. C'est le résultat aussi d'un mois de travail acharné de notre délégation de la France Insoumise au sein du groupe. On a travaillé sur une feuille de route politique qui était une première pour notre groupe. Tout le monde y a contribué et puis il faut saluer aussi le travail de l'ensemble des députés de notre délégation. On va avoir Leïla qui va être notamment vice-présidente à mi-mandat de la commission emploi, Younous qui va être président et qui est président de la commission développement régional, c'est aussi une première pour la France Insoumise, Anne-Sophie Pelletier qui continuera à se battre pour les services publics, notamment dans la commission transport et dans la commission des droits des consommateurs et qui va défendre les libertés fondamentales, les droits des migrants dans la commission qu'on appelle Libé. Et puis Emmanuel Morel qui se battra de son côté contre les traités de libre-échange. Et enfin Manuel Bompard, Manu qui va se battre lui de son côté pour défendre plutôt une politique industrielle qui permettra de faire la transition écologique. Ça tombe bien, il est aussi dans la commission agriculture et la commission environnement qui sont des commissions essentielles. Voilà, je pense qu'un bel agenda de travail attend la France Insoumise pour les prochaines semaines. On se retrouve la semaine prochaine à Bruxelles pour une nouvelle semaine de commission avant de faire une coupure d'été bien méritée pour tout le monde. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à donner un petit pouce bleu, un petit j'aime, à la partager auprès de vos contacts et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être prévenu des prochaines vidéos. Allez, on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Putain, pourtant j'étais bien partie. Non, arrête, plus de bêtisier, ça suffit. T'as compris? Ça suffit, plus de bêtisier.